Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà une vingtaine à être connectés. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre rendez-vous Voix de docteur. C'est notre série d'événements qui est donc consacrée à la carrière des docteurs. Je suis Nourane Bouznif. Je travaille comme chargée de mission pour le réseau alumni du BFC. Et d'ailleurs, si vous êtes doctorant ou docteur UBFC et que vous n'êtes pas encore membre du réseau, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est un espace gratuit sur lequel vous pourrez retrouver des outils, des conseils, des ressources et plein d'infos, aussi bien pour votre doctorat que pour l'après-doctorat. Et c'est aussi un espace qui vous est offert pour que vous puissiez réseauter entre vous, mais également avec des recruteurs. Je suis aujourd'hui en compagnie de Candice Chailloux, qui vous présentera dans quelques instants notre témoin du jour et également notre partenaire EFI Match, avec lequel on co-organise aujourd'hui ce numéro de Voix de docteur. Et juste avant de laisser la parole à Candice, je vais vous rappeler rapidement les modalités de cet afterwork. Alors, donc nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Vous avez vu, l'horaire change un petit peu aujourd'hui. On se retrouve plutôt en milieu d'après-midi. Donc voilà, on est ensemble pour à peu près 1h30. L'événement est enregistré comme d'habitude pour que vous puissiez ensuite accéder au replay sur le réseau UBFC Alumni. Et puis, il vous sera également envoyé par mail. Voilà, on vous demandera s'il vous plaît, de ne pas oublier de couper vos micros et vos caméras pour éviter les petites interférences et les bruits et les images parasites dans l'enregistrement. Et puis, pendant la présentation, vous pouvez bien sûr noter vos questions, vos commentaires dans le chat de votre fenêtre Teams qui se situe sur la droite. Et notre témoin et notre partenaire pourront répondre à vos questions durant des temps d'échange. Voilà, Candice, je te laisse la parole et puis je vous souhaite à tous un bon moment en notre compagnie. Merci Nourane. Eh bien, je vais faire assez court, hein. Nourane a presque déjà tout dit. Moi, je vous souhaite bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on se retrouve un petit peu plus tôt que d'habitude. C'est un after work, un peu un middle work. Donc, on vous remercie de répondre à l'appel cet après-midi pour ce nouvel épisode, on va dire, de notre série Voix de docteur. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe, il s'agit d'événements carrière durant lesquels nous faisons venir des témoins, des docteurs en poste pour venir témoigner de leur parcours professionnel et de leur mission actuelle ou mission passée pour pouvoir vous éclairer, vous, doctorants ou étudiants, sur justement le projet de carrière, les projets professionnels et les parcours après la thèse, savoir un petit peu comment se projeter, vous inspirer dans vos propres parcours carrière. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on a souhaité laisser carte blanche à un de nos partenaires qui s'appelle EFI Match et qui est représenté aujourd'hui par Peggy Kerimi et Marie Carrera. Je vais vous laisser la parole très rapidement, Marie, pour nous présenter EFI Match. Mais bon, grosso modo, il s'agit d'un cabinet de recrutement de profils scientifiques de haut niveau. Et puis, c'est une antenne de FI Group, qui est un groupe de financement de l'innovation et de la recherche et développement. Antoine Vincent, notre témoin du jour, travaille chez FI Group et il va pouvoir vous expliquer un petit peu en quoi consistent ces missions d'experts scientifiques. Avant de laisser peut-être la parole à Marie et Antoine, on souhaitait avec Noran justement vous faire poser un petit peu des questions à vous, participants, sur ce que ça vous évoque, le financement de l'innovation et de la R&D. Est-ce que c'est un secteur, quelque chose qui vous parle comme une opportunité de carrière après la thèse? Donc, Nora, je te laisse peut-être lancer directement un petit WooClap pour savoir un petit peu, comme ça, là, quand on vous dit financement de l'innovation. Alors, Alors, vous devez voir, ouais, je te laisse j'espère, dans, expliquer. dans votre fenêtre, la page WooClap qui s'affiche. Alors, on vous propose de participer en direct à ce petit sondage. Je vais vous mettre l'adresse du WooClap dans le chat et puis le code pour y accéder. Et voilà, l'idée, c'est de se rendre sur le site, de rentrer le code que je viens de vous mettre dans le chat qui est JGZLSY. Et vous allez pouvoir répondre en direct à la petite question qu'on vous pose. Je vais vous afficher ensuite
cette question. Et nous, on va voir hop, les réponses qui vont s'afficher en direct sur l'écran. Donc voilà, c'est pour vous sonder un petit peu. Soyez pas timide, allez-y, lâchez-vous. Donc là, on a déjà 2 réponses qui s'affichent. Je vous les lis au cas où vous les voyez pas très bien sur votre écran. Donc, crédit impôt recherche et trouver un travail en rapport avec mes recherches. Donc pour vous, voilà, le conseil en financement de l'innovation, c'est ça que ça peut évoquer. Subvention de recherche, une 3e réponse. On vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir et puis partager avec nous vos idées. Aucune idée, c'est pas grave. Ça... Je me demande, Noran, est-ce qu'il y a la possibilité de liker des réponses? Tu l'as peut-être dit, mais des réponses des autres, non, je sais alors, plus. il me semble qu'il y a la possibilité, mais là, je t'avoue que je peux pas vérifier en direct, moi, sur mon écran. Mais si vous, sur votre écran, voilà, vous pouvez mettre un petit cœur. Voilà, S'il y n'hésitez a des pas, réponses, par rapport à des réponses ouais. qui seraient en phase avec vos propres idées ou votre méconnaissance. Et justement, c'est un petit peu... n'hésitez pas à nous dire si vous ne savez pas, parce que ce type d'événement qu'on vous propose, c'est aussi pour éclairer des choses qui sont pas forcément très bien connues. Et ça pourra aussi alimenter peut-être vos interventions, Antoine et Marie. Donc, on en a quelques-uns qui ne sont pas vraiment sûrs. On voit des petits points d'interrogation. Trouver des partenaires financiers. On a des mots-clés. Réponse. Subvention, crédit, impôt, recherche, effectivement. Voilà. Bon, on va pouvoir faire le point sur tout ça grâce à Antoine. Alors, on a Ensila Godefroy qui nous dit subvention à la recherche et aide au recrutement professionnel, peut-être. Peut-être qu'il n'a pas pu se connecter au clap. C'était un petit moment brise-glace, voilà, pour pouvoir faire une jolie transition et laisser la parole à Marie et Antoine. Donc, nous, on vous souhaite une très bonne session. On remercie bien sûr nos intervenants d'avoir répondu présent à l'appel aujourd'hui. Et puis, on sera dans l'ombre pour la modération du chat avec Noran. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura des temps qui seront prévus, mais vous pouvez les poser vraiment tout au fil de l'eau de la présentation d'Antoine. Et on prendra des temps pour y répondre. Donc, vraiment, soyez pas timides. Merci à tous. Et puis, Marie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi, je me présente. Donc, je suis Marie Carrara et je travaille chez FI Match. FI Match qui est une entité de FI Group. Et nous avons pour mission d'accompagner en fait les clients FI Group qui ont des besoins en recrutement. Marie, on ne vous voit pas par contre. Je ne sais pas s'il y a que moi qui ne vous vois pas. Ah, pardon. Ah oui, ça s'est coupé, pardon. Voilà. Je pense que c'est bon. Génial. C'est un petit peu mieux de pouvoir mettre un visage, effectivement. Donc, nous, on intervient sur toutes les problématiques liées au recrutement pour les clients FI Group. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner et de les épauler sur leurs besoins en recrutement, puisque nous recrutons souvent des profils de jeunes docteurs pour eux qui souhaiteraient rejoindre une aventure après un doctorat. Voilà dans les grandes lignes, en tout cas, notre cœur de métier. On intervient aussi sur d'autres besoins de profil, mais en tout cas, vous pouvez poser vos questions si toutefois vous en avez concernant peut-être des sujets recrutement ou un peu RH auxquels nous, on pourra répondre à la fin de l'intervention d'Antoine. Et je lui laisse la parole pour se présenter. Quelle pression. Merci Marie pour cette introduction. Je vais me présenter, mais de toute façon, je vais avoir l'occasion de me présenter finalement en détail, parce que c'est aussi l'objectif aujourd'hui de la présentation.
c'est de vous apporter finalement à la fois une présentation de ce que j'ai fait et de ce que ça a pu me permettre de faire après la thèse, et du coup parler d'une des possibilités qu'on peut avoir après avoir réalisé et soutenu ce gros travail, qui est du coup ce travail de projet doctoral. Du coup, n'hésitez pas effectivement à poser des questions tout le long de la présentation, parce que c'est vrai que sinon, je risque de me sentir un peu seul. Donc, n'hésitez pas, et comme ça donne aussi bien l'occasion de pouvoir détailler certains points, et aussi finalement d'avoir un véritable échange interactif, parce que vous avez sûrement des questions aussi, parce que vous êtes face à vos choix d'avenir. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de différentes choses. Et justement, donc la première partie sur les trois, ça va être de m'étaler sur mon passé, d'expliquer un petit peu d'où je viens, et avant d'enchaîner sur finalement les secondes parties et la troisième partie, où je vais pouvoir parler de mes différentes expériences au sein de FI Group. On a déjà parlé un petit peu avant, et ça va être l'occasion aussi un peu de vous expliquer ce qu'est justement ce financement de l'innovation, hein, qui est un terme un peu obscur quand on ne connaît pas ce genre de choses. Donc déjà, pour parler un peu de moi, avant de finir dans le monde du privé, j'ai eu un parcours d'abord un petit peu public, et surtout j'ai fait des études assez longues, puisque c'est vrai que quand on fait une thèse, on reste étudiant très longtemps. Donc avant toute chose, avant de me frotter à la thèse, j'ai d'abord passé un diplôme d'ingénieur en informatique à Compiègne. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fini en Picardie, dans cet environnement assez froid et venteux au nord de la France. Et cette thèse en informatique, je trouve que c'est déjà un beau diplôme, parce que c'est vrai que sur ce parcours, on apprend quand même beaucoup de choses, et quand on sort de là, on est plutôt bien armé pour affronter le monde. Et c'est vrai que ce premier diplôme était plutôt satisfaisant pour moi. Et en sortant de ce cycle ingénieur, ou plutôt en le terminant, en faisant mon projet de fin d'études, j'ai eu l'occasion d'intégrer une société dans laquelle j'ai été mandaté pour faire une analyse, une étude autour de la gestion de la preuve électronique. Alors aujourd'hui, la signature électronique de contrats, de documents, c'est quelque chose qui est assez répandu, mais là, je vous parle des années antérieures à 2010, donc ça commence à remonter un petit peu. Et à ce moment-là, tout ce qui était gestion de la preuve, c'était encore les balbutiements, surtout quand on se posait des questions sur la notion d'intégrité, d'identité, d'authentification de documents, c'est-à-dire en fait faire en sorte de créer tous les mécanismes qui permettent de s'assurer que la signature de documents a une réelle portée juridique et légale, et qu'elle a autant de poids qu'une signature manuelle. Et j'ai passé 6 mois à faire une étude sur ce sujet-là qui était très intéressante. Et c'est vrai que le fait d'adresser comme ça un sujet finalement où on n'a pas uniquement un besoin de réaliser, mais qu'on a un besoin d'essayer d'analyser pour essayer de comprendre la portée des choses, faire des hypothèses, regarder l'existant, challenger des choses qui sont un petit peu produites, les connaissances existent, c'était quelque chose qui m'a plutôt plu. Et plutôt que de me lancer tout de suite dans le monde réel, j'ai voulu faire une année supplémentaire et avoir un double diplôme, donc compléter mon diplôme d'ingé par un master un peu typé recherche en complément. Donc j'ai fait une année de plus pour passer un master. Et là, c'était un master qui était plutôt intéressant, parce qu'il amenait à la fois des réflexions sur le côté innovation, c'est-à-dire essayer d'aller vers des sujets qui ne sont pas maîtrisés par les autres. Ça peut être de l'innovation très technique, ça peut être de l'innovation un peu plus réflexive, un peu de la recherche plus haut niveau, et à la fois essayer de qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme travaux, comme réflexion, comme manipulation, pour réussir à passer de simples idées à du prototypage ou aller plus loin. Donc c'était quelque chose assez, dans les termes d'innovation, qui était déjà assez poussé sur la manipulation, pour essayer de prototyper et essayer de partir sur des phases un peu plus réflexives que simplement des phases de développement telles qu'on peut le trouver de manière plus régulière dans l'informatique en tout cas.
Et durant ce master qui était très intéressant, en fait, on est venu me proposer un sujet de thèse. Je n'avais pas du tout prévu de faire ça dans ma vie. Pour moi, un chercheur, c'est avant tout des professeurs qu'on croisait dans les couloirs des universités, mal coiffés, mal habillés, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est pas du tout un domaine qui forcément m'intéressait dès le départ. Mais on est venu me voir avec un sujet. On m'a dit, tiens, est-ce que tu connais la musique? J'ai répondu, bah non, pas du tout. Il m'a dit, ça tombe bien, t'as pas besoin de la connaître. Et pour autant, c'est une thèse qui est dans le domaine de la musique. Donc on est venu me voir en me disant, aujourd'hui on a des problèmes avec la musique plutôt contemporaine, la musique qui est créée avec des appareils numériques ou électroniques. C'est des musiques qui ont tendance un petit peu à disparaître. Aujourd'hui, quand on fait de la musique avec un ordinateur, on utilise un ordinateur lui-même physique qui a une durée de vie. On utilise des composants qui ont une durée de vie qui disparaissent avec le temps. On utilise aussi des logiciels qui peuvent devenir obsolètes. On utilise des interfaces qui peuvent devenir obsolètes. Donc en fait, on a des outils qui finalement ne tiennent pas très longtemps en fait dans le temps. À une époque, on avait des ordi qui tournaient sur des processeurs d'un certain type. Après, les processeurs ont changé. Du coup, les logiciels ne fonctionnent pas dessus. Les logiciels d'exploitation aussi disparaissent. Finalement, une œuvre sonore créée sur un Windows 3.1 aujourd'hui, si on n'en a pas modifié, elle ne fonctionne plus du tout. On avait par exemple les anciens Mac qui avaient des processeurs différents avant de passer sur des processeurs Intel qui ont encore rechangé de processeur dernièrement. On avait des connectiques différentes. À une époque, on avait des ports COM qui existaient sur les PC qui ont complètement disparu. Maintenant, tout fonctionne en USB. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'évolutions technologiques assez rapides. Qui fait que quand on fait une musique aujourd'hui sur un outil vraiment contemporain, assez rapidement, on ne peut plus le rejouer parce que finalement, le dispositif disparaît. Et donc, on m'a dit, tiens, on cherche quelqu'un qui s'y connaît en informatique, mais qui pourrait essayer de réfléchir autour de ce questionnement. Comment est-ce qu'on peut préserver une œuvre qui a été faite sur du numérique? Et la réponse en dessous, proposé dans le cadre du projet qui a été réalisé, qui était un projet subventionné par l'ANR, ça a été de se dire, quand on travaille sur un ordinateur, on ne peut pas conserver le dispositif en lui-même, mais ce qu'on peut conserver, c'est la manière dont il a été produit. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, plutôt que de dire on essaie de sauvegarder le produit final, ce qu'on n'arrive pas du tout, on va essayer plutôt de se dire on va préserver les différentes étapes qui ont permis d'arriver au produit final. Et donc de créer une représentation, une sorte de génétique de l'œuvre, de tout ce qui a été fait pour arriver au produit final, dans l'idée de se dire si un jour quelqu'un veut reproduire l'œuvre, il pourra essayer de comprendre comment la personne l'avait faite, l'initiateur, le créateur, le compositeur, comment est-ce qu'il l'a faite, comment il est arrivé au résultat final, pour se dire on va le reproduire de la même manière, on va recréer finalement les différentes étapes. Et moi, je suis intervenu dans ce sujet-là, dans ce projet, pour créer le langage de représentation de cette génétique de l'œuvre. Donc, de réfléchir à finalement qu'est-ce qu'on peut représenter, qu'est-ce qu'il est intéressant de conserver dans les actions pour finalement créer en dessous le langage qui permet du coup de représenter toutes les petites actions qui mènent au résultat final. Et dans le cadre de ce projet, d'autres partenaires, eux, étaient plutôt là pour développer, par exemple, l'outil qui pouvait capturer tout ce qui était fait sur l'ordinateur pour après le retranscrire dans le langage. On avait d'autres partenaires, par exemple comme l'IRCAM ou l'INA, qui sont aussi des instituts qui sont très intéressés pour la musique pour l'un et pour les archives pour l'autre. L'INA qui est vraiment un archiviste de métier. Eux étaient présents du coup pour réellement se poser des questions sur si on a ces éléments-là que moi je propose d'avoir, est-ce qu'on est capable de reproduire l'œuvre, de l'archiver finalement, de ne pas la perdre avec le temps. Parce que ce que je vous raconte finalement aujourd'hui, c'est parce que ça, on peut le mettre vraiment en opposition avec la musique qu'on va appeler classique aujourd'hui. La musique classique, en fait, elle traverse les temps. Elle a plusieurs siècles sans problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est encore capable, avec la lutherie, de reproduire les instruments d'époque. Par exemple, on est capable de créer une guitare. Ça fait plusieurs siècles qu'on fait des guitares, c'est pas un souci. La musique, on est capable de la rejouer, parce qu'on est capable d'écrire des notes sur une partition. Donc, on peut représenter une note sur une partition. Donc, quand on veut la rejouer sur une guitare, on sait quelle est finalement la note à pincer pour réussir à la reproduire. Et on a aussi tout un
tout un travail sur les écoles qui permettent de transmettre ce savoir sur la maîtrise de l'instrument et la lecture des partitions. Or, quand on travaille sur du numérique, cette note, qui est le dénominateur le plus important, disparaît. Parce qu'on joue avec des sons et pas avec des notes. Et un son, ça ne s'écrit pas littéralement. Ça peut se décrire, mais ça, on ne peut pas écrire réellement ce qu'est un son par rapport à une note. Et comme on n'a plus de notes, on n'a que des sons, et ben ça, on ne peut pas l'écrire sur une partition. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, plutôt de se dire qu'on veut garder le produit fini, comme c'est le cas avec la partition et les musiques classiques, et ben on essaie de conserver ce qui permet aujourd'hui à l'IRCAM, par exemple, plusieurs décennies après des créations originales à base de sons et musiques acousmatiques, de reproduire encore aujourd'hui ces œuvres-là. Elle ne peut plus utiliser le matériel de l'époque, mais elle est capable de refaire ce qu'avait fait le compositeur à l'époque pour retrouver le même produit fini et tenter de conserver l'intentionnalité du compositeur. Et là, je pense que je vous ai tous endormis avec mes 10 minutes d'explication sur ma thèse, mais tous les sujets finalement de recherche sont assez intéressants. Et moi, personnellement, ce qui m'a intéressé dans ce travail de thèse, ça a été finalement de faire quelque chose qui m'intéresse encore beaucoup aujourd'hui, c'est finalement de travailler sur des sujets que je ne maîtrise pas totalement. Parce que ce que m'a appris personnellement, surtout le travail doctoral, c'est qu'en fait, on est en perpétuelle recherche de nouvelles connaissances et que c'est finalement assez motivant de toujours essayer d'aller vers des choses qu'on maîtrise en partie, mais sur lesquelles on peut continuer aussi de réfléchir. D'où le fait que ce travail de recherche m'intéresse, c'est toujours réfléchir sur des choses assez nouvelles et assez particulières. Peut-être avant de faire un petit moment de pause question, une petite question du coup sur votre projet de carrière à l'issue de votre doctorat, Antoine. Projet de carrière à l'issue du doctorat. Ou en tout cas l'idée ou les idées que vous aviez pendant votre doctorat et à l'approche de la soutenance. Peut-être qu'on a des doctorants en fin de thèse là qui s'interrogent un peu. Est-ce que c'était formalisé? Pas du tout. Déjà, à l'approche de ma soutenance, j'étais comme tout le monde. J'étais en retard pour boucler le manuscrit de thèse et puis essayer de trouver mon jury. Donc à ces moments-là, on ne passe pas toujours trop à ce qu'on va faire après. On essaie déjà de s'en sortir et de ne pas couler. Pendant la thèse, je me suis découvert une grande passion pour l'enseignement. C'est vrai que pour le coup, c'était vraiment ce qui m'animait le plus. Travailler en TD, TP ou même diriger des UV, des UE au sein de l'université pendant mon travail de thèse parce que ça m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que je me projetais beaucoup dans ce métier plutôt d'enseignant-chercheur, mais parce que la partie enseignement m'intéressait. Et finalement, un peu moins la partie recherche. C'était surtout l'enseignement qui m'intéressait. Et donc, c'est finalement ce que j'ai mis là sur la slide, ça fait un peu la transition. 2013, je soutiens finalement mon projet doctoral et j'ai un poste d'ATER à l'université en phase de transition. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai comme objectif plutôt de rester dans le domaine du public. Donc, je passe ma qualif et le but, c'est d'essayer d'obtenir un poste d'enseignant-chercheur quelque part pour pouvoir vraiment me consacrer en partie, en tout cas, à ce côté enseignement. Voilà. On va dire que mon projet à ce moment-là, c'était de rester dans ce domaine académique et je ne songeais pas du tout à partir dans le domaine, on va dire, plutôt privé. Est-ce que j'ai répondu à la question? Totalement. Est-ce que vous avez des questions participantes et participants à poser? Alors, on voit dans le chat, Noran, tu es là? Oui, il y a une question de Vincent Sinotti qui dit et outre la réflexion poursuivie, avez-vous pu continuer à apprendre des choses sur la musique, mais pas forcément sur les luthiers? Alors, moi, personnellement, est-ce que moi, j'ai appris des choses sur la musique? Si la question c'est est-ce que moi j'ai appris des choses sur la musique, je sais pas. Je sais lire une partition aujourd'hui. Ah oui, c'est l'idée, c'est ça? C'est est-ce que j'ai poursuivi? D'accord. Je suis un très mauvais musicien au final. J'ai une très mauvaise oreille, c'est horrible. Je chante très mal aussi, hein, très honnêtement. Faites pas un karaoké avec moi.
Par contre, j'ai appris quand même j'ai un peu appris la guitare, personnellement, voilà, après ça, parce que c'est vrai que j'ai côtoyé pas mal de personnes, notamment à l'IRCAM, qui font de la musique un peu bizarre. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est assez intéressant d'essayer de comprendre un petit peu ce domaine-là des musiciens. Et moi, je suis plus parti sur la musique classique, que j'ai pas trop étudié finalement dans le cadre de la thèse, parce que moi, je m'étais arrêté à la musique, on va dire, faite à base de sons. Donc des musiques qu'on appelle acousmatiques, c'est les musiques un peu bizarres qu'on a entendues il y a quelques décennies où on transforme des sons comme des claquements de porte ou des bruits d'orage pour essayer comme basse, faire de la musique. Et après, j'ai pas mal étudié aussi la musique, forcément plutôt numérique, là, clairement sur ordinateur, parce que c'était vraiment notre sujet du moment. Et pour le coup, cette musique-là, c'est pas la musique qui m'intéresse le plus, c'est même une musique que j'aime pas trop, hein, si vous me demandez. Je suis bien content d'avoir travaillé sur la possibilité de conserver la musique de David Guetta, mais c'est pas du tout la musique qui m'intéresse, hein. C'est dommage pour vous, hein. On va peut-être réussir à la conserver à cause de moi, elle va peut-être pas disparaître aussi vite. Ok. Est-ce qu'on vous interroge un peu vous avez d'autres questions? D'accord, merci beaucoup, nous dit Vincent. Avec un petit. Merci. Nourhan, un petit Je, clap avant de repasser la parole à Antoine. En fait, nous, on avait envie de vous interroger aussi sur. Ma question n'était pas complètement désintéressée aussi. Ah, Vamé, Ah. et on a peut-être une petite question aussi mais, pour poser une question. Ah oui, ok, vous merci. pouvez allumer votre caméra si vous voulez, si vous prenez la parole en direct. Bon, si c'est possible d'avoir la caméra, puisque je suis dans un endroit qui n'est pas pour éviter les images parasites, comme vous Pas avez de souci. précédemment. Posez votre Bon, question alors. je me remercie Antoine parce que par son explication, il nous a permis bon, moi, il m'a permis de comprendre un domaine qui n'a rien à voir avec ma spécialité. Donc, c'est déjà, je pense qu'il est un très bon pédagogue. La question que j'aimerais lui poser, c'est quelle expérience a-t-il eu en tant qu'athée et puis quel conseil il peut donner à quelqu'un qui aimerait devenir athée aussi? Merci. Alors, pour devenir athée, c'est vrai qu'on doit faire un dossier, on doit réussir à justifier ça. Et c'est vrai que moi, la chance que j'ai eue, c'est que à l'université, à ce moment-là, ils étaient en souffrance d'enseignants. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc, ils étaient très contents de me trouver pour assurer le bouche-trou là où il manquait beaucoup de monde. Et c'est ça qui m'a permis assez facilement d'avoir un poste, parce que c'est vrai que les postes, ils sont comptés, il faut les avoir en plus à la rentrée, sinon plus tard, c'est plus compliqué. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé. C'est parce qu'il y avait un gros besoin. Après, je pense que ce qui est important, un poste d'alterne, c'est temporaire, en toute manière. Ça, c'est souvent un peu la voie post-doctorale, le temps de se retourner, le temps de trouver, ça peut vraiment être une aide. Ils vont étudier le dossier forcément sous deux angles. Il y a le côté enseignement et le côté recherche. Le côté recherche, c'est pour réussir à avoir une place, je pense que ça peut être intéressant de ne pas hésiter à aller voir dans les différentes équipes de recherche s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, parce qu'il y a souvent des sujets de recherche qui sont lancés, ils sont souvent en recherche de compétences. Et ben, l'intérêt, c'est de prendre de l'avance. Comme ça, quand vous allez candidater, vous pouvez déjà directement dire, bah, moi, je vais venir et c'est là-dessus que je vais travailler et limite que de l'autre côté, le laboratoire puisse aussi pousser en votre faveur et pousser, appuyer sur votre dossier en disant, on a vraiment besoin de cette personne-là. Et pour le côté recherche, de la même manière, pour le côté enseignement, de la même manière, il faut contacter du coup le côté université qui va finalement aussi voir s'il y a des besoins. Et assez rapidement, en fait, c'est pareil, essayer de se positionner pour dire, voilà, moi, j'ai telle compétence dans tel domaine, vous avez des besoins, ben, moi, je peux combler tout ça. Et du coup, en fait, les deux convergents, les deux côtés appuyant sur votre dossier, ben, ça va vous permettre vraiment d'avoir le plus de chances d'obtenir un de ces contrats d'alter qui va être disponible.
Merci Antoine. On a une deuxième question dans le chat, mais peut-être qu'elle rejoint celle à laquelle vous venez de répondre. C'est Diallo qui demande quel conseil me donneriez-vous, moi qui suis jeune enseignant et doctorant je pense que c'est sciences de l'information et de la communication, au laboratoire Eliade, dans notre université, avec peu d'expérience en recherche. Alors, je ne sais pas si c'est plus des conseils sur la partie enseignement ou la partie recherche, du coup. Ouais. Quel conseil me donnez-vous? Alors, un conseil pourquoi? Parce que là, c'est vrai que c'est assez large comme question. Oui, c'est ça, quel est l'objectif Diallo pour vous, en fait? Je conseille par rapport à... Est-ce Partie que ça recherche. rejoint la Alors, partie recherche, partie académique? Ah, ok. Partie recherche, et même, je vais encore demander une précision sur la question. Partie recherche, pour réussir à trouver un poste après dans la recherche, c'est ça? Ou dans la recherche académique, dans la recherche privée, ou justement dans la recherche en général? On attend les précisions de Diallo. Et on peut avoir. Diallo, vous Sinon, vous destinez plutôt à une carrière académique sinon c'est large. en université, dans le privé, R&D. Ah. On n'a pas assez d'infos, Diallo, pour vous répondre. Ok, pour avoir une expérience. À Ok. l'université. Alors, Ok. j'ai peut-être une idée de réponse, parce que finalement, c'est aussi, comme ça, je vais pouvoir enchaîner très bien. Je vais revenir un peu sur ma vie, puis j'aime bien parler de moi. Et puis après, ça va me permettre de te répondre. Après avoir soutenu la thèse, donc j'ai cherché à avoir la qualification, j'ai cherché à être enseignant-chercheur, et du coup, pour continuer mon explication, j'ai pas trouvé de poste. J'ai pas trouvé de poste d'enseignant-chercheur. J'ai candidaté sur différents postes qui étaient ouverts, mais j'ai pas réussi à avoir de poste. En fait, je me suis rendu compte que globalement, c'est pas facile d'avoir un poste, parce que très souvent, les postes qui sont ouverts, sont un peu fléchés pour des personnes qui ont déjà été identifiées en amont. Donc en fait, on va passer tout le process de recrutement, alors qu'en fait, on a très peu de chances de passer, parce que le poste a été ouvert pour une personne finalement déjà identifiée, donc il a été formalisé le poste pour cette personne-là. Donc la personne qui rentre le mieux dans les cases, c'est celle pour laquelle on a ouvert le poste. Donc c'est mon constat, ça a été de me rendre compte durant cet été 2014 que globalement, j'arrivais pas à trouver un poste, même dans mon université dans laquelle j'avais fait toutes mes études, parce que j'avais pas de poste fléché pour moi globalement. Donc c'était une mauvaise expérience. Et c'est pour ça que je me suis tourné un peu dans ce monde du privé. Alors, avant d'expliquer ce que j'ai fait dans le privé, du coup, je vais pouvoir répondre un peu à ta question. Je pense que j'ai pas eu ce poste aussi parce que j'ai pas eu l'occasion de faire plus de choses avant de candidater sur un poste d'enseignant-chercheur. J'ai essayé de faire un post-doc aussi, même deux. Il y en a un, on a essayé de le monter, on avait identifié un sujet, mais on n'a pas pu le faire uniquement à cause d'un problème de financement. Mais sinon, on avait tout ce qu'il fallait. Et un autre postdoc, c'est pas moi qui l'ai monté, j'ai candidaté dessus et de la même manière, il a été attribué à quelqu'un qui provenait de l'université en question. Donc encore une fois, c'était un peu fléché. Donc finalement, on a plus de chances de s'en sortir quand on monte nos propres projets parce que au moins il est fait pour nous que de participer à d'autres sujets. Pour réussir à rester dans le monde académique et faire de la recherche, donc être chercheur ou être enseignant-chercheur, hein, c'est un peu la même chose pour les deux. Le plus important, c'est le côté recherche quand on postule. Même en tant qu'enseignant-chercheur, ce qui va réellement vous permettre d'obtenir un poste, ça va être de justifier le côté recherche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un enseignant-chercheur ou un chercheur est évalué par rapport à sa capacité à produire des belles publications, à faire rayonner l'université et le laboratoire de recherche. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est important pour un enseignant-chercheur ou un chercheur, c'est cette capacité à faire de la recherche. Et pour réussir à avoir un poste, finalement, il faut réussir à avoir des très bonnes compétences, surtout sur cet aspect recherche, et moins à l'enseignement, c'est moins important malheureusement. Et pour réussir à avoir des bonnes compétences sur cette capacité recherche, je pense que c'est important de réussir après la thèse, au-delà d'un poste d'ATR qui pour moi est plutôt un poste très temporaire, de réussir à trouver un bon postdoc. Et moi, je pense que j'aurais peut-être dû effectivement, si j'avais voulu réellement persister dans ce monde académique, réussir à me greffer sur un postdoc, peut-être le chercher à l'étranger aussi, j'aurais peut-être eu plus de chance à l'étranger,
Moi, je n'ai pas souhaité partir à l'étranger parce que ma situation faisait qu'au moment où je soutenais ma thèse, j'avais déjà un enfant, le deuxième était en route, ma famille était ici, je ne pouvais pas changer de vie aussi facilement. Donc moi, j'ai refusé de partir à l'étranger, mais c'est clair que c'est une très bonne opportunité par contre pour les compétences. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire si on peut. Et donc moi, je me suis retrouvé bloqué à cause de ça. Donc mon conseil à moi pour rester dans mon académique après et réussir à trouver un poste permanent, en tant que chercheur, enseignant-chercheur, c'est de ne pas négliger et même anticiper si possible ce qu'on a envie de faire juste après la thèse et si possible de réussir à avoir plus d'expérience qu'uniquement la thèse. Parce qu'uniquement la thèse, globalement, c'est quand même très compliqué de réussir à battre quelqu'un d'autre sur un poste. Déjà, quand c'est fléché, c'est déjà pas évident de réussir à rivaliser. Mais alors, si en plus on n'a pas vraiment d'autres très bonnes compétences à mettre en face, on a peu de chance. Donc moi, je pense que c'est vraiment important de réussir à identifier un ou deux postdocs. Ce qui rallonge encore, hein, bien sûr, c'est difficile parce que ça rallonge le temps nécessaire pour réussir à se lancer dans le vrai marché de la vie, avoir un vrai travail à temps plein pour plusieurs années. Mais ça devient vraiment nécessaire pour réussir à se positionner sur un poste et l'obtenir. Je rajouterais, Antoine, merci pour cette explication. En quelques mots, je rajouterais aussi l'importance. Alors, bien sûr, les publications, pouvoir attester de sa production de recherche, c'est important. Il y a quand même l'aspect enseignement qui, si vous souhaitez être enseignant-chercheur, est quand même nécessaire. Il faut avoir une preuve qu'on a enseigné à un moment ou à un autre. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce qu'on peut vous proposer, de faire des missions complémentaires d'enseignement avant la fin de votre thèse. Et puis, si vous avez la possibilité de faire un ATER, je pense que ça peut avoir aussi du sens. Les post-docs, bien sûr, mais justement dans la logique qui était décrite par Antoine, pendant votre thèse, ne négligez pas votre réseau et le réseau des pairs. Allez à des séminaires, allez à des colloques, faites-vous connaître, mettez-vous en visibilité aussi pour que justement c'est le fléchage dont parlait Antoine soit pas complètement bouché et qu'on puisse vous identifier au moment où vous allez postuler à des postes d'enseignants-chercheurs, potentiellement sur des universités, auprès de pairs que vous aurez déjà rencontrés lors de séminaires pendant votre thèse, lors de colloques, etc. N'hésitez pas à vous rendre à ces événements-là. Ça fait partie de votre travail de jeune chercheur, bien sûr, mais c'est aussi des moments réseau qui sont ultra importants pour votre carrière future, surtout si vous vous destinez à un moment, en tout cas si la carrière académique est un plan un des plans ou le plan dans votre carrière. Et pour compléter, c'est vrai que c'est important, ces conférences, ces rencontres, donc les publications, c'est très bien. On nous pousse, hein, de toute manière à faire des publications de très haut niveau, international et tout ça, c'est très bien parce qu'effectivement, il faut réussir à montrer qu'on a une capacité de recherche qui est assez élevée. Mais il ne faut pas négliger aussi, les petites confs en France ou les petites publis en France qui valent pas grand-chose, mais en fait, elles sont intéressantes parce qu'on a des petites publis, en France ou des petites confs qui sont quand même avec de niveau honorable et surtout, en fait, ça va nous permettre de réellement rencontrer les pontes du domaine dans lequel on évolue et c'est vrai que, quand on les a rencontrés 2-3 fois, qu'on a réussi à se positionner 2-3 fois avec eux, ils commencent à nous associer et c'est vrai que ça peut nous aider après. Moi, dans le cadre de ma recherche d'emploi, ça m'avait aidé, effectivement à décrocher à minima des entretiens ou à avoir amélioré finalement un peu mon positionnement parce que je retrouvais quelques têtes que j'avais eu l'occasion de côtoyer, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger dans le cadre de précédentes interactions. Si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas totalement en fin de thèse, on propose avec ma collègue Marie-Line Jagnot du service orientation stage emploi de l'Université Franche-Comté des formations qui éclairent un peu aussi sur les modalités d'accès aux carrières académiques avec effectivement, certes, la méthodologie pour pouvoir être qualifié, etc., mais avec des éléments de conseil comme ça. Antoine, on va peut-être vous laisser la parole, continuer, je ne sais pas, Nourane, puisque je vois l'heure qui tourne, peut-être que on a eu suffisamment de questions. On verra peut-être pour le clap. Oui, c'est une bonne idée, je pense, Candice. On vous laisse poursuivre sur votre parcours, Antoine, merci. Et pour la suite du parcours, ça va aller assez vite parce qu'après, on va aller détailler un peu justement ce qui se cache derrière ce terme de financement d'innovation.
Donc en 2014, durant l'été, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me rends compte que j'arrive pas à obtenir réellement de poste, que ça va être long pour se lancer, que avec l'expérience que j'ai, je suis un petit peu bloqué pour réussir à avoir un poste pérenne. Et après, effectivement, il y a un moment dans la vie, on a besoin un petit peu de se poser. Et le monde académique ne me permet pas de me poser vite. Alors qu'en fait, si je veux rester dans ce monde académique, il faut que je me lance encore sur plusieurs années à essayer de réussir à trouver ma place pour avoir un poste pérenne. Donc c'est là que je me dis, qu'est-ce que je peux faire de ma vie avec cette thèse? Et du coup, là, je me suis mis sur Internet et j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire, tout simplement, globalement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Sachant que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'enseignement, la recherche un peu moins, mais quand même, la recherche, ça me plaisait, parce que ça m'a bien poursuivi, hein. C'est pour ça que j'avais fait un master, c'est pour ça que j'ai fait une thèse, parce que ce côté un peu poser des questions, faire quand c'est compliqué, ça me plaît. Et c'est comme ça qu'à force de recherche, je suis tombé plusieurs fois sur un poste qui parlait de consultant en financement de l'innovation et en financement de la recherche. Parce que moi, c'est plutôt le terme recherche qui me plaisait. L'innovation, c'est un mot fourre-tout, mais dedans, on trouve la recherche. Et du coup, je regarde qu'est-ce que c'est. Tiens, ça a l'air d'exister, ça a l'air d'être un métier. De quoi ça parle? Il y a des sociétés qui font ça. Il y en a plein, et d'ailleurs, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est là d'être un métier où on a l'air de pouvoir exploiter les connaissances qu'on a du monde de la recherche sans pour autant forcément faire de la recherche. Donc, utiliser les compétences qu'on a de maîtrise, de compréhension du monde de la recherche, mais sans en faire. Et finalement, moi qui m'intéressais plus à l'enseignement qu'à la recherche, qui n'avais pas forcément envie non plus de passer ma vie à chercher, mais plus non, à expliquer, c'est ça qui m'intéressait. J'ai dit, tiens, bah, je vais aller voir ce que c'est. J'ai postulé à 2-3 offres de consultants. Et du coup, bah, contrairement à toute ma démarche dans le monde académique où j'étais refusé partout, ici j'étais accepté partout. Et du coup, j'ai fait mon choix et c'est comme ça que j'ai terminé chez FI Group. Et c'est une société qui m'a permis d'évoluer dans le temps, parce que moi, ça fait 9 ans que je suis maintenant à la société, et j'ai changé de poste. Et j'aurai l'occasion de revenir dessus. Et ce que je vous propose, c'est peut-être d'expliquer un petit peu ce que c'est justement ce fameux consultant en financement de l'innovation, parce que on voit bien que c'est pas forcément très simple de comprendre ce que c'est avant finalement de s'y frotter, parce que même moi, avant de candidater, je ne savais pas ce que c'était. Donc le financement de l'innovation, globalement, c'est finalement accompagner des gens, des sociétés principalement, à obtenir les moyens de faire de la R&D. Alors dit comme ça veut tout rien dire. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétés de privés dans le monde qui font de la recherche. Il y a tout un pan public, mais il y a tout un pan privé qui fait de la R&D. Et pour faire de la R&D, bah, ils ont besoin de moyens. Et il y a tout un tas de manières d'obtenir des fonds, et d'ailleurs, pas qu'en France, partout dans le monde. Preuve en est, nous aujourd'hui, FI Group, on est une société qui est présente dans pas mal de pays. Vous voyez qu'on n'est même pas qu'en Europe, on s'est un peu étendu partout, parce qu'en fait, dans tous les pays, dans une bonne partie des pays du monde, il y a des dispositifs qui existent pour inciter à faire avancer la R&D. La recherche, dans les pays, c'est quelque chose d'important. C'est une manière de faire rayonner le pays. Donc, chaque pays a envie de pousser, de garder déjà ces chercheurs, qu'ils n'aillent pas ailleurs. La fuite des cerveaux, on n'en veut pas, on veut que les gens restent. Et surtout, on veut que les recherches, finalement, avancent dans son pays pour réussir à le faire monter au niveau de pays générateurs de connaissances et de maîtrise de la connaissance. Donc, beaucoup de pays ont des dispositifs d'incitation pour réussir à garder les gens, et donc proposent aux sociétés, quand elles font de la R&D, d'obtenir des fonds pour les aider à faire cette recherche. Parce que on a parfois l'image de la société qui fait ses travaux, qui après vend tout et gagne beaucoup d'argent. Or, en fait, quand une société fait de la R&D, souvent, c'est un pari. C'est-à-dire qu'elle va se lancer, elle ne sait pas ce que ça va donner, et il faut avoir les reins solides pour réussir à investir sans savoir si vraiment on va avoir quelque chose au bout. Et donc, c'est pour ces phases-là qu'on a besoin de finalement d'aider ces sociétés, c'est pour être sûr qu'elles arrivent au moins au bout de ce qu'elles ont envie de faire. On verra ce que ça donne. C'est peut-être intéressant ou pas, mais en tout cas, il faut essayer de leur donner les moyens.
Donc aujourd'hui, nous, notre groupe, il est plutôt gros, vous voyez, hein, pas mal de monde, pas mal de pays, pas mal d'endroits, pas mal de petits bureaux aussi, certains endroits un peu plus perdus. Mais l'idée, c'est vrai que pour nous, c'est de réussir à capitaliser sur nos connaissances qu'on a d'abord eues en Europe, sur cette maîtrise des mécanismes de financement pour les étendre à d'autres pays. Et ce que je peux peut-être vous expliquer, c'est ce qu'est un poste de consultant en financement d'innovation, parce que c'est par ça que j'ai commencé. Alors déjà, le consulting. Le consulting, c'est du conseil. Le conseil, qu'est-ce que c'est dans le monde du privé? Le conseil, c'est simple. On a on va dire des clients, des partenaires, des sociétés qui font de la R&D. On est en contact avec eux. Et ils nous disent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait. Et nous, on essaie d'identifier quels sont tous les dispositifs qui peuvent actionner pour obtenir des fonds. Mais avant de travailler sur l'obtention d'argent, on doit d'abord travailler sur la compréhension et la traduction de ce qu'est le projet de recherche. Et c'est là où le parcours de recherche est plutôt important pour faire ce travail, ce métier. C'est qu'on doit être capable de comprendre ce que la société fait. Donc comme dans le monde académique, on parle à des gens qui font de la R&D, parfois en focus R&D, et ils ne savent pas expliquer ce qu'ils font. Donc nous, on est là pour réussir à finalement être une forme de médiateur, de traducteur. On va synthétiser ce qu'ils font, on va essayer de comprendre, on va le traduire, on va challenger aussi les travaux de recherche. On va parfois finalement essayer de vérifier si c'est réellement un travail intéressant ou si ils font quelque chose qui n'a pas vraiment une portée recherche. Et donc, en fait, en tant que consultant, on a un ensemble comme ça, on va dire, de clients, parce que c'est un peu le terme qu'on utilise dans le monde du consulting, et on va les suivre très régulièrement pour voir avec eux ce qui peut être mis en avant dans le cadre de financement. Alors moi, quand je suis arrivé chez FI, je me suis plutôt spécialisé sur le crédit impôt recherche, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est un des termes qu'on trouve, donc qui est un dispositif qui permet aux sociétés qui vont faire de la R&D de déclarer en fait quel est tout l'investissement qu'elles ont mis sur le projet de recherche et d'obtenir en contrepartie une déduction, une baisse des impôts. Donc finalement, de ne payer qu'une partie de ce qu'elles ont réellement avancé. Donc d'avoir un crédit d'impôt comme on peut l'avoir quand on fait un don ou quand on fait d'autres choses, c'est pareil, on a finalement un petit gain, on paye moins d'impôts, c'est pareil. Comme ils disent qu'ils ont fait tant de temps passé, tant d'investissement matériel sur des sujets de recherche qui ont donné tel résultat, du coup, ils ont une petite baisse du montant d'impôt en fonction de l'investissement. Mais en tant que consultant en financement d'innovation, on ne fait pas que du crédit d'impôt. On a aussi toute une branche sur les subventions, c'est un autre mot qui est tombé tout à l'heure, où en fait il existe un tas de mécanismes de subvention en France, en Europe, qui permet, en fonction des sujets qu'on réalise, de la taille de la société, du moment où on va lancer le sujet, des partenaires qu'on a, de obtenir des fonds en amont des sujets pour réussir à mener à bien un sujet de recherche. Mais on a aussi d'autres activités en fait chez nous. On n'est pas que consultant sur du crédit d'impôt, sur l'analyse de subvention, on est aussi des accompagnants sur le management de l'innovation. On va aider les sociétés à se structurer pour réussir à mener au mieux leurs travaux de recherche. Donc par exemple, savoir capitaliser correctement sur leurs travaux, savoir réellement passer le temps nécessaire à faire les activités, savoir aussi s'entourer de bons profils. Et c'est finalement aussi l'intérêt de la branche FI Match aujourd'hui, c'est d'être capable d'identifier en fonction des besoins d'un de nos clients des profils intéressants. Et c'est là où du coup, même nous, on est parfois à la recherche de profils jeunes docteurs parce que une société cherche un docteur sur un domaine spécifique et du coup on aime bien orienter vers des personnes qui viennent nous soutenir et qui sont hyper compétentes dans un domaine en particulier qui est celui qui est cherché. On intervient aussi pour finalement apporter des manques qu'il peut y avoir dans ce management de l'innovation et donc aider finalement les sociétés à se structurer correctement pour réussir à obtenir des résultats et communiquer dessus. Donc moi, en tout cas, quand je suis rentré chez FI,
Moi, je travaillais un peu plus sur le crédit d'impôt recherche. Et par contre, parce qu'il y avait un gros portefeuille, un gros pool de clients en informatique, moi, mon domaine, c'était l'intelligence artificielle et plus précisément l'ingénierie des connaissances. Et en fait, il y avait pas mal de sociétés autour de l'intelligence artificielle qui faisaient des travaux de R&D. Et du coup, moi, j'ai assez rapidement eu un ensemble de clients à traiter qui étaient dans ce domaine-là spécifiquement. Et mon travail, du coup, au quotidien, ça consistait à discuter avec eux, notamment avec les chefs de projet, avec les chercheurs, les responsables de recherche, pour voir avec eux ce qu'ils faisaient et être capable de voir si réellement c'était un travail de recherche, on va dire au sens académique du terme, ou un travail moins typé recherche parce qu'il y avait moins de challenge de connaissances à créer, auquel cas, du coup, ça ne pouvait pas forcément permettre d'obtenir des fonds à la R&D. Puisque le but, notamment du crédit d'impôt, c'est de ça que je parle, c'est réellement de prouver qu'on souhaite apporter une connaissance nouvelle et si on ne l'apporte pas, on n'a pas le droit à des fonds. Donc moi, mon travail consistait à regarder quelles étaient les idées, les projets qui étaient en train d'être faits et de dire est-ce que réellement c'est un projet intéressant? Et si c'est intéressant, moi je vais vous aider à identifier les points qu'il faut mettre en avant dans vos demandes. Donc traduire parfois des sujets très compliqués, quand même garder la complexité, mais le mettre sur des termes quand même compréhensibles et être capable de mettre en avant ce qui était intéressant dans ce travail pour après être capable d'aider la société à monter un dossier qui permettra après d'aller devant des personnes qui vont pouvoir donner de l'argent, donc soit l'administration fiscale ou que ce soit même des dossiers pour obtenir des subventions. Donc moi, mon travail était vraiment très typé sur ce côté technique. Et d'ailleurs, de toute façon, le financement, je n'y connaissais rien en arrivant chez FI, j'ai appris après. Moi, j'étais là vraiment pour apporter cette analyse technique des dossiers. Et finalement, ce qui m'a plu de prime abord dans le métier, c'est qu'en fait, ça m'a permis de voir beaucoup de travaux de recherche différents, sur des sujets très différents. Et je trouvais ça très intéressant parce que ça me permettait de ne plus forcément faire de la recherche, mais en tout cas de revoir ce que les autres faisaient et de rester très proche de ce monde-là qui m'avait plu. Et dans ce métier, en fait, ce qu'on cherche, c'est des compétences que j'ai, je pense, à la fois obtenues dans le cadre de ma thèse, mais aussi de mon cycle ingénieur, et que j'ai un peu pioché dans ces deux mondes-là pour réussir à avoir à trouver un peu ce qui était utile. On a pas mal de travail à faire d'analyse et de synthèse sur les travaux qui sont faits par les personnes qu'on va voir, parce que des fois, ils s'étendent dans tous les sens comme des bons chercheurs, et nous, on essaie de les recadrer, de comprendre ce qu'ils ont réellement fait, et de réussir à synthétiser tout ça. C'est vraiment un travail qui est pas simple. Dans le cadre de la thèse, on a eu l'habitude de pas mal s'étendre pour réussir à faire le mémoire, qui pèse souvent plusieurs centaines de pages. Mais on a aussi appris à faire des présentations synthétiques. Je pense à des articles courts dans des revues. Il faut apprendre à être carré. On n'a pas une ligne de plus que le maximum autorisé. Donc, on a cet esprit aussi de synthèse. On a aussi un travail de prise de décision à faire. Il faut voir que le challenge pour le conseil et pour un consultant, c'est aussi d'accompagner des personnes, des sociétés, mais des personnes humaines. Et si un jour on dit que le sujet est intéressant, c'est qu'on le croit vraiment. Et du coup, bien sûr, une fois qu'on dit que oui, c'est intéressant, on a quand même un peu une responsabilité parce que si ça passe pas, on se sent un peu, on se sent pas forcément bien parce que du coup, on croyait vraiment que c'était intéressant. Donc, on a aussi un peu ce devoir de réussir à avoir une forme de responsabilité dans ce qu'on fait, donc d'être sérieux dans notre travail. On a un travail relationnel assez important puisque c'est vrai qu'on va côtoyer pas mal de chercheurs, comme on va côtoyer les chercheurs dans les confs quand on fait nos thèses. Donc c'est vrai cette capacité à discuter de sujets pointus avec des gens, ça c'est clairement pendant le travail de thèse qu'on arrive en fait à avoir cette compétence pour réussir à discuter. Et après, c'est aussi un travail relationnel au quotidien avec toutes les personnes de la société parce que finalement, le consultant n'est que la personne visible de l'iceberg, la partie visible, puisque derrière, il y a plein d'autres services qui sont là pour accompagner. On a
services juridiques, des services fiscaux, on a des services scientifiques internes, et puis tout autre service qui existe dans une société, bien évidemment. Un travail de management aussi qui est assez important, et ça, c'est peut-être plutôt une compétence que moi, j'aurais plus obtenue, je pense, dans le cadre de mon côté ingénieur, où on avait l'habitude de marcher en mode projet. Et donc, ce management de projet venait d'ici. Et le management d'équipe, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en arrivant, mais ça, c'est des choses qu'on va développer avec le temps, et ça, c'est normal, parce que du coup, on n'a pas à manager des personnes quand on commence. Je pense que la compétence la plus intéressante du docteur quand on débarque, c'est le côté adaptabilité et couplé à l'autonomie. C'est normal de ne pas tout savoir. Quand on arrive dans le financement d'innovation, moi je connaissais rien au financement. Même le crédit d'impôt, je sais à peine ce que c'était. Et en fait, j'ai aussi dans mon portefeuille, j'avais des clients pour lesquels je ne comprenais pas forcément vraiment finement tous les sujets de recherche parce qu'ils étaient très poussés sur des domaines qui étaient un peu plus éloignés de ma spécialité. Et c'est vrai que comme tout chercheur, le but c'est en fait d'être curieux. Et tant qu'on garde cette curiosité, du coup, on est capable de se débrouiller pour réussir à rattraper ces manques de connaissances dans certains domaines. Et on est assez grand pour se débrouiller. Et chez nous, je trouve qu'on voit un petit peu une différence. On recrute des consultants qui sont ingénieurs et des consultants qui sont docteurs. On recrute les deux. Et c'est vrai que globalement, je vois plus souvent des docteurs réussir à évoluer plus rapidement parce qu'il a l'habitude d'aller chercher à combler ses lacunes et il sait comment le faire efficacement. L'ingénieur sait chercher des solutions à un problème et des réponses à un problème, mais vraiment le docteur, lui, a une compétence supplémentaire d'aller chercher des réponses sans savoir où aller les chercher parce qu'il saura vraiment naviguer dans un domaine complètement inconnu. Et ça, réellement, je pense dans notre métier, c'est important parce que c'est vrai qu'on voit des sujets en tous les sens, des fois qui sont très, très, très pointus. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur certains sujets, par exemple, sur des sujets qui étaient liés à des fusées, par exemple. C'est un peu loin de mon domaine de compétences, et du coup, il faut réussir à rentrer dedans pour réussir à vraiment comprendre les implications. Donc, je trouve que ce côté docteur qui a une autonomie, une adaptabilité comme ça, qui est vraiment très prononcée, c'est vraiment un plus pour ce type de métier. Et après, bon, on a tout un côté typique du monde, on va dire, privé, c'est faut être capable de s'organiser, de tenir un temps. Il y a des budgets, des plannings, des choses. Forcément, c'est comme toute société, il y a un moment, il faut réussir à tenir les temps quand on travaille. Il ne faut pas trop s'étendre. Et ça, justement, je pense que dans le cadre de la thèse, parfois on arrive à l'acquérir, parfois pas du tout. Parce que dans le cadre de la thèse, on a un peu tendance à aller dans tous les sens parce qu'il y a plein de choses à voir. On n'a pas forcément un cadre qui est très bien établi dès le début. On change tout le temps nos objectifs et tout le reste. Et ça, je trouve que justement, dans le cadre de la thèse, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours très bien acquis en sortant. Moi, c'est plus mon côté ingénieur qui m'a réussi à me structurer, à avoir ce côté analyste. Mais encore une fois, en tant que jeune docteur, on a tous eu un directeur de thèse qui parfois nous a ignorés, donc on a dû se débrouiller tout seul. On a tous dû réussir à avancer, à sortir un mémoire, aussi difficile que ce soit. Donc au bout d'un moment, on a réussi à aller au bout. Donc on est capable de se structurer, on est capable de prioriser des choses. On y a peut-être réussi ça dans la souffrance, mais en tout cas, on a réussi à aller au bout. Donc ce rôle de consultant en financement de l'innovation, il peut avoir différentes casquettes, mais globalement, j'espère que ça répond à votre question. Notre objectif, c'est d'aider, d'accompagner les sociétés à obtenir des fonds pour les travaux de recherche ou d'innovation qu'elles vont réussir à mener. Et on est aussi là pour faire du management de l'innovation, c'est-à-dire les accompagner pour qu'elles se renforcent dans leur manière de travailler. Ça peut être les aider à mieux s'organiser, ça peut être renforcer leurs équipes en trouvant des profils intéressants, ça peut être trouver des partenaires, ça peut être les accompagner pour obtenir des subventions avec des partenaires. Donc c'est assez large comme métier chez nous, ça a différentes finalement casquettes. Souvent, on est plus expert dans un domaine que tous parce qu'on ne peut pas être expert de tout. On choisit un petit peu au fil de l'eau là où on se sent le mieux. Mais au quotidien, on accompagne donc un ensemble de sociétés pour réussir à faire en sorte qu'elles puissent obtenir des fonds. Et notre travail surtout, c'est pas juste d'obtenir les fonds, mais c'est de les aider et de comprendre si réellement leur sujet est intéressant, les aider à le définir correctement, regarder ce qu'elles font, comprendre ce qu'elles ont fait pour être capable finalement d'être médiateur, de le traduire à des personnes
qui vont parler argent, et donc qui doivent réussir à comprendre assez facilement quel est l'enjeu derrière et si réellement il y a un intérêt à financer ce travail de recherche. Merci beaucoup Antoine, déjà pour cette première, cette première présentation du premier poste que vous avez occupé à EFI Group. Vous avez pas mal parlé des compétences requises pour le poste de consultant en financement de l'innovation. Avec Nourane, on avait envie de proposer aux participantes et aux participants un petit moment où on vous interroge un peu aussi. Nourane, je te laisse la parole et peut-être aussi pendant ce temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat pour que Antoine puisse y répondre ensuite dans la foulée. Oui, je vais vous repartager mon écran. Donc, on va faire un petit WooClap. C'est le même lien que tout à l'heure et le même petit code pour y accéder. Je vous repartage mon écran pour que vous ayez tout ça. Hop, et puis la question qu'on vous pose, elle est ici. Voilà. Quelles compétences requises pour un poste de consultant en financement de la R&D pensez-vous déjà détenir? Imaginez-vous vous projeter sur le poste d'Antoine, en tout cas le poste que vient de décrire Antoine. Vous, au stade où vous en êtes dans votre doctorat, vos études, par rapport aux compétences qui ont été citées, on parlait d'organisation, de synthèse, effectivement. Antoine, n'hésitez pas à rappeler un peu les compétences que vous avez citées, mais il y avait l'autonomie, la persévérance, il me semble, on était sur de la réflexion, de l'analyse. Oui, j'ai beaucoup parlé adaptabilité, autonomie. Puisqu'on est la chose intéressante dans ce métier, c'est qu'en fait, on n'est pas cadré dans le sens où on est vraiment en libre arbitre sur ce qui nous intéresse. Et c'est ça, je trouve, qui est plutôt intéressant dans ce métier, c'est que réellement, on a réellement une capacité à faire ce qu'on veut, donc on doit le faire bien. Donc finalement, c'est pour ça qu'on a cette autonomie, mais du coup, cette responsabilité. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé du travail de synthèse, c'est vraiment un élément important de notre travail, aussi des qualités rédactionnelles, hein, ça, je le mets avec, hein, c'est-à-dire qu'il faut être capable à la fois de comprendre et de synthétiser, ça passe aussi par la paperasse habituelle qu'on doit faire dans le cadre de dossiers, mais c'est la paperasse qu'on a fait aussi pour des publications dans des revues, hein, c'est un peu du même acabit. Et des fois, on doit réellement tenir la main en fait de la société parce qu'elle n'arrive pas à synthétiser son travail. Donc on est plus dans l'interaction. On va vraiment travailler à quatre mains sur leur dossier. Des fois, ils vont être plus autonomes, vont être plus en regard extérieur. Donc c'est vraiment pour réussir à s'adapter aussi dans la manière dont on va travailler pour être efficace. Un ajustement dans le relationnel aussi dont vous parliez aussi tout à l'heure, quoi. Beaucoup du relationnel, on va s'adapter aux personnes avec qui on va être, comment elles sont, qu'est-ce qui va être le plus efficace avec elles. C'est pour nos clients, mais c'est aussi nous en interne, parce que je ne vais peut-être pas insister dessus, mais à la fois on est très autonome, mais à la fois on n'est pas perdu en fait, parce que des fois on travaille à plusieurs pour un même client, parce il est gros, ou parce qu'il y a différentes compétences et on les a pas toutes, hein. Des fois, ils font des travaux qui sont à la fois, par exemple, en informatique ou après sur des machines spécifiques en industrie. Et du coup, moi, la machine industrielle, ça ne me parle pas forcément des masses. Donc, j'ai quelqu'un qui va travailler avec moi. Donc, on est deux. Donc, il faut se coordonner entre nous, avec le client. Donc, c'est vrai qu'on a un travail relationnel et de coordination qui doit réussir à être assez fluide. On voit hein, que les compétences, vous les citez, si je comprends bien, quand même, les docteurs ont toute leur place dans le consulting en financement de l'innovation. La question que je me posais, c'était, vous disiez que c'était quand même un peu catégorisé, vous êtes des experts techniques avant tout. Et est-ce que toutes les disciplines, est-ce que tous les docteurs de toutes disciplines peuvent se projeter sur un poste de consultant en financement de l'innovation? Peut-être que vous n'avez pas la réponse, peut-être que les collègues de FI Match pourraient répondre aussi, mais à votre sens. J'ai un bout de réponse. On a majoritairement dans le financement d'innovation des chercheurs, on va dire des chercheurs dans le domaine des sciences dures, on va dire. Parce que c'est dans ces domaines-là qu'il y a le plus de recherche dans le monde du privé et sur lequel il y a le plus d'investissement. Alors moi, je suis dans l'informatique. L'informatique, c'est large et c'est vrai que c'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein, forcément, on entend parler tous les jours.
L'IA, en ce moment, c'est un sujet, on entend partout, il y en a partout et ça commence à faire peur. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, tout ce qui est dans l'industrie, il y a beaucoup, mais nous, on a aussi pas mal de clients, par exemple, dans l'agronomie, dans des domaines un peu plus sciences humaines aussi. On en a moins en proportion. Vraiment, en sciences humaines, c'est pas là où on a le plus de, on va dire, de clients en pourcentage. Donc, c'est vrai que chez nous, on a moins de chercheurs dans ces domaines-là. Donc, c'est vrai que ça dépend réellement finalement de ce qu'on va trouver dans les sociétés. C'est en fonction de ce que les sociétés ont comme idée de faire comme projet de recherche. Eh ben, c'est ça qui va déterminer quels sont les types de chercheurs que nous, on va avoir besoin de recruter. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'ailleurs tous les domaines qui puissent être représentés. Et ça va vraiment dépendre effectivement du marché. Très bien. On ne voit pas de questions, je crois, sur le chat. Du coup, on va peut-être pouvoir enchaîner. En tout cas, vous voyez là, selon les réponses, que la plupart des doctorants et docteurs détiennent une grosse partie des compétences requises pour être consultant en financement de l'innovation, comme Antoine l'a présenté. Et d'ailleurs, moi, faut savoir que le monde du conseil, c'est aussi quelque chose qui est assez structuré. Ce n'est pas forcément grand monde qui connaît. Moi, je ne connaissais pas spécialement avant. On a tous peut-être dans l'idée des séries télé où on voit des gens dans le conseil où c'est très, très pyramidal, très hiérarchique. C'est vrai que le monde du conseil, c'est un monde qui est un petit peu figé avec des grades. Globalement, on commence consultant, puis après on évolue tranquillement vers un côté un peu plus senior, et après on peut devenir vraiment un peu plus expert, et potentiellement après on peut se tourner vers le management. Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est vrai c'est un domaine en fait où on évolue par étapes, on grimpe des échelons, comme on le ferait quand on est en université, où on grimpe nos échelons tous les temps d'année, et après on tente de passer son HDR, puis après on tente de devenir prof, puis après on tente de changer de classe. Bref, il y a des échelons, hein, c'est un peu le même mécanisme. Et moi, j'ai une évolution qu'on peut qualifier plutôt de rapide chez FI, parce que au bout d'un an, de 2 petites années à peine, j'avais déjà grimpé 2 échelons chez FI pour devenir senior. Ce qui est plutôt très rapide, parce que en moyenne, c'est plutôt du 4-5 ans pour arriver à ce niveau-là. Et j'ai pu, je pense, évoluer si vite parce que justement, j'avais cette double compétence d'ingénierie et de doctorat qui fait que j'ai réussi à piocher un peu des points forts des deux côtés et à les utiliser pour réussir à évoluer très vite. Autour de moi, j'avais pas mal de... Il y avait peu de chercheurs déjà à l'époque. On en recrutait moins. Aujourd'hui, on en recrute beaucoup plus parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'était intéressant. J'ai réussi à pousser l'idée. Et aussi parce que je pense qu'en France, on a longtemps eu cette idée du docteur qui sait rien faire à part vivre dans un laboratoire, alors qu'en fait, il a beaucoup de compétences intéressantes. Et moi, je m'en rends compte. Aujourd'hui, chez FI, globalement, les docteurs ont une évolution plus rapide dans leur métier que les gens qui viennent d'université master, voire d'une école d'ingénieur. Parce que finalement, ils n'ont peut-être pas toutes les compétences, parce que de toute façon, personne ne les a toutes en arrivant, mais ils ont une capacité à s'adapter et à combler les manques qui est beaucoup plus rapide, je trouve, pour réussir à évoluer plus vite. Et ça, c'est vraiment la force, je trouve, du docteur, c'est qu'en fait, il a peut-être pris 3 ans de plus avant de se lancer sur le marché du travail par rapport à un ingénieur, mais en fait, pendant ces 3 ans, il a grimpé en niveau de ses compétences, et bah, après, il rattrape finalement un peu son retard, il arrive à évoluer beaucoup plus vite et à partir après, potentiellement, sur des métiers qui sont, peut-être plus intéressants. Tout à l'heure, j'ai eu la question aussi du est-ce que est-ce que je suis fier du travail? Non, c'était ça, c'était quoi la question? Est-ce que j'étais fier dans mon parcours et de mon métier actuel? Quand j'étais consultant, j'étais fier du travail que je faisais parce qu'effectivement, à la fois j'étais intéressé par ce que je faisais. C'était très intéressant d'aller voir ce que faisaient les sociétés, et j'ai eu des relations très humaines et très intéressantes avec d'autres personnes et d'ailleurs sur certaines où
où je suis content d'avoir pu glisser 2-3 conseils. Je trouvais ça très intéressant de me dire que j'ai pu apporter une petite pierre dans l'édifice en allant un peu plus loin que ce que j'aurais dû faire. Et j'étais aussi fier parce qu'en fait, on est content en fait quand on dit au client, oui, on pense que votre sujet est intéressant, on va vous aider à le formaliser, à le présenter, et qu'à la fin, il soit validé par des experts techniques poussés qui disent oui, c'est intéressant ce que vous faites, vous avez raison, on va le financer. Et de se dire que sans nous, on n'aurait pas réussi. Donc je trouve que ouais, je suis content en fait. Je suis content parce qu'on se dit, on voit à quel point c'est important qu'on soit là. Des sociétés se débrouillent sans nous, elles y arrivent très bien, et tant mieux, hein, parce qu'elles savent se débrouiller toutes seules. Mais beaucoup n'arrivent pas forcément à avoir ce niveau d'explication, de communication, ne savent pas trop quels sont les leviers qu'elles peuvent manipuler ou lancer. Donc c'est intéressant, et je suis plutôt fier du coup de ce que j'ai fait. Ce qui me plaisait moins, pour répondre du coup à Yvan, c'est que il y a quand même des fois des clients qui ne veulent pas comprendre que leurs sujets ne sont pas intéressants. Et ça, c'est aussi tout l'art du relationnel, que de réussir à dire non, même si on est payé, ou dire non, hein, on ne veut pas, parce que on va perdre du temps pour rien, c'est pas intéressant, et du coup, c'est pas un sujet qu'on peut mettre en avant, vous n'allez rien obtenir, c'est pas de la recherche dans le sens communément admis, hein, dans les définitions officielles européennes, c'est pas un sujet de recherche. Et du coup, c'est vrai que dans certains cas, c'est un peu difficile de dire non. Et une autre chose qui n'est pas toujours plaisante, et qui rejoint ta question sur les mauvaises surprises ou expériences aussi, c'est que des fois, on a des sujets qui sont super intéressants, et malgré tout, eh ben, c'est des sujets qui sont rejetés, qui n'arrivent pas à passer les phases d'expertise, et du coup, ils n'arrivent pas à obtenir des subventions, alors que les sujets nous semblent mais tellement intéressants que ça nous semble aberrant. Et des fois, c'est frustrant pour nous parce que on se bat de toutes nos forces, et face à nous, on n'arrive pas à le faire passer, on n'arrive pas à le faire financer. Et c'est vrai que des fois, c'est des situations qui sont très frustrantes parce qu'après, le relationnel humain aussi, on prend un coup, c'est-à-dire qu'on y croit dur comme fer, et on est avec la société comme ça, on ne sait pas quoi faire, on n'y arrive pas, et ça se termine sans qu'il y ait de financement, et c'est frustrant pour nous en fait des fois ce genre d'expérience. Pour les questions sur le recrutement, je pense que j'essaierai de ne pas trop m'étendre et de laisser effectivement Oui, je pense que mes Marie collègues Carrera répondre. répondra après votre Ouais. intervention. Peut-être poursuivez sur Et justement je vos vais essayer missions actuelles. je vais essayer en 10 minutes de terminer pour essayer de pas trop déborder. J'ai passé à peu près, on va dire, 4 ans dans le consulting opérationnel, où je suis passé voilà, de consultant à confirmé à senior à différents titres comme ça. Et après, en fait, je suis devenu expert scientifique chez FI. Et même plus que devenir, j'ai été le premier expert scientifique parce que j'ai créé ce poste en fait chez FI. Par rapport à mes compétences passées, par rapport à justement toutes les mauvaises surprises et mauvaises expériences que j'ai rencontrées dans ma carrière de consultant, hein, qui avait duré que 4 ans, mais qui était quand même très riche pour le coup, j'ai proposé la création d'un poste en interne, justement pour travailler en partie sur ces mauvaises surprises. Donc, un expert scientifique chez FI, ça a 3 responsabilités, on va dire, principales. La première étant justement de travailler sur tout ce qui se passe mal. Aujourd'hui, mon quotidien, je suis une sorte de consultant pour les consultants. Aujourd'hui, en interne, toute personne en France, quel que soit l'endroit où elle est, dans n'importe quel bureau, n'importe quoi, n'importe quel sujet, va me solliciter justement quand elle rencontre des problèmes, notamment pour défendre un dossier. C'est-à-dire qu'on a un dossier avec un projet de recherche qui est top, et on n'arrive pas, on se trouve devant un refus. Et du coup, pour réussir à s'en sortir et pour être épaulé dans ce travail, eh ben moi, je peux intervenir pour accompagner ces personnes. Et donc, mon rôle, c'est finalement d'intervenir quand ça se passe plutôt mal. Donc là, en interne, je suis une sorte de Dr House qu'on va consulter quand c'est un cas désespéré parce que on n'arrive pas à s'en sortir. Des fois, je suis un peu l'agence tout risque, hein, j'ai un peu la carrière de Barracuda, vous avez remarqué, et du coup, j'interviens du coup quand ça se passe mal. Et en fait, moi, quand ça se passe bien, en général, je vois pas les gens. Moi, je interviens quand ça se passe mal. Mais mon rôle, c'est
un rôle qui a une portée aussi pédagogique. C'est-à-dire que je dois accompagner en interne les consultants pour qu'ils s'améliorent sur leur compréhension de comment défendre un sujet, parce que potentiellement, ça peut être aussi une erreur d'appréciation. Il faut que je sois aussi dans le relationnel avec le client, parce que je vais intervenir parfois pour aller rencontrer les scientifiques, pour voir avec eux comment améliorer le dossier pour réussir à mieux le formuler. Peut-être c'est peut-être une erreur, un problème de formulation, des justificatifs qui vont pas. On va essayer de trouver une manière d'améliorer la chose. Ou des fois, je suis carrément en front pour aller rencontrer les experts scientifiques, on va dire mes pairs opposés, pour aller discuter réellement du fond du sujet pour réussir à expliquer en quoi c'est intéressant. Donc mon rôle d'expert scientifique en premier, c'est vraiment d'être une ressource interne qui est là pour accompagner toutes les personnes qui ont des besoins pour comprendre et justifier, détailler, synthétiser un sujet de recherche. La deuxième partie finalement qui découle de tout ça, c'est de travailler sur la définition de comment on travaille. C'est quoi un consultant? Quel est notre métier? Quels sont les outils qu'on a besoin d'utiliser? Comment est-ce qu'on fait pour formaliser, pour évaluer la qualité de la R&D, pour la détailler, pour l'expliciter? Comment on doit réussir à appréhender un rendez-vous avec quelqu'un? Moi, je suis là en fait pour définir de manière générale le process et les outils qu'on utilise en interne pour réussir à présenter au mieux, identifier au mieux les opérations de recherche. Encore une fois, avec une portée assez pédagogique, parce que du coup, j'accompagne tout ce travail-là avec pas mal d'interactions avec les consultants en France pour réussir à expliquer finalement comment est-ce qu'on doit faire pour travailler au mieux. Et la troisième partie, là, c'est d'être un peu le policier aussi en interne, hein. Je suis très indépendant aujourd'hui, je suis très éloigné de la pyramide hiérarchique du consulting, je suis un service clairement indépendant, en ligne directe avec la présidence de la société. Et du coup, je dois aussi contrôler la manière dont les personnes travaillent chez nous pour essayer de détecter des améliorations, des erreurs répétées d'analyse sur des sujets intéressants. Bref, le but, c'est de voir que si tout se passe au mieux, et d'être là aussi, encore une fois, moi je ne suis pas là pour taper sur les gens, je suis là plutôt pour essayer d'identifier comment améliorer les choses et faire en sorte que du coup, on ait un maximum de projets de recherche qui soient évalués positifs et défendus correctement pour obtenir les fonds, parce que c'est finalement ça l'objectif final, c'est de faire en sorte que le sujet puisse fonctionner. Donc j'ai été le premier expert en interne et aujourd'hui, du coup, je suis un responsable des experts au niveau de la France. Donc on parle de, on va dire, 4 à 5 personnes actuellement qui sont réparties sur différents bureaux en France. Et aujourd'hui, on est une petite équipe avec différentes compétences techniques parce qu'effectivement, mon but, c'est d'intervenir quand on a des problèmes avec les experts pour défendre les sujets de recherche. C'est vrai que quand on vient me parler d'agronomie ou de santé, j'ai un peu de mal quand même des fois à défendre ces sujets-là. Donc c'est pour ça que, au fur et à mesure, et on continue, je récupère comme ça des personnes dans mon équipe pour avoir en fait tous ces domaines d'expertise. Comme ça, on peut réellement intervenir pour tous ces sujets qui posent problème. Et d'ailleurs, le fait intéressant, c'est que toutes les personnes qui finissent chez moi sont d'anciens consultants, mais surtout sont tous des docteurs. Je n'ai pas recruté des personnes qui n'ont pas de doctorat, et pourtant, ce n'était pas un prérequis, mais c'est comme ça, parce que les gens en interne qui ont vraiment les compétences qui m'intéressent, finalement, sauf que de fait, ce sont des personnes qui sont docteurs. Au niveau des compétences, c'est à peu près les mêmes que le reste, hein. On est un peu sur la même chose. Par contre, ce qu'il faut mettre en avant, je pense plus, c'est vraiment la curiosité scientifique. Parce qu'aujourd'hui, je suis amené à traiter des sujets qui, des fois, s'éloignent vraiment de mon domaine d'expertise dans l'informatique. Et donc, il faut vraiment que j'arrive à rentrer dans des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a besoin, nous, en tant qu'experts scientifiques, vraiment avoir une bonne connaissance de ce monde scientifique. Il ne faut pas hésiter à aller gratter dans les publications scientifiques, à aller voir un petit peu ce qui se passe. On rentre réellement parfois assez loin dans les sujets. Et donc, on doit être capable de réussir à naviguer comme ça, de sujet en sujet, de point en point, pour réussir à s'en sortir. Après, chez moi, on n'est pas obligé de se sentir forcément à l'aise dans tout ce que j'ai évoqué au début, si on va dire sur les 3 typologies de missions principales. Dans mon équipe, j'ai des personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise pour aller au front quand ça se passe mal. On n'est pas obligé d'y aller, hein. Moi, j'y vais à leur place, il n'y a pas de souci. On se débrouille, on s'organise.
nos missions, en fait, on a aussi la chance, comme on est plusieurs aujourd'hui, de pouvoir se les attribuer un petit peu comme on a envie, en fonction de nos appétences et de nos compétences. Et donc, moi, j'ai des personnes qui font plus de contrôle en interne, parce qu'ils aiment bien regarder comment les autres travaillent. D'autres qui aiment bien plutôt essayer de travailler sur comment améliorer les choses, donc plutôt l'outillage, définir des guides, expliciter dans tel domaine comment ça doit plutôt présenter les choses, comment ça passe mieux, ou d'autres qui aiment bien aller sur le terrain, parce qu'ils aiment bien comme moi quand ça se passe mal, donc ils y vont et on bouge beaucoup, du coup, et on est amené à pas mal se déplacer, puisque le rayon d'intervention, encore une fois, il est national. La seule antenne sur laquelle j'ai pas encore réussi à me déplacer, c'est la Réunion, mais j'ai pas réussi encore à trouver une bonne excuse pour y aller. Et du coup, la dernière compétence, c'est management transverse. Finalement, aujourd'hui, moi, je suis un manager j'ai un management de trois types différents. Je suis un manager de personnes, puisque j'ai ma propre équipe. Et en plus d'avoir une équipe à temps complet, je suis aussi un manager transverse, parce que dans mon équipe, j'ai des gens qui ne travaillent pas à temps complet pour moi, qui sont des consultants qui veulent garder une activité de consulting, mais qui font en plus des activités pour moi. Et je suis aussi un manager de projet, parce que du coup, je dois réussir à mener certains projets. Par exemple, je suis garant du contrôle de l'application de ces process métiers qu'on a définis. Je suis garant de la définition de certains process, de certains outils. Donc c'est vrai que j'ai aussi cette notion de projet à mener chez moi. Donc c'est vrai que j'ai un management qui est un peu de différents types au quotidien. Donc des fois, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Pour conclure, rapidement, donc les compétences, on en a déjà parlé, mais moi, ce que je trouve les compétences de la thèse qui m'ont réellement été utiles pour évoluer, et même peut-être pour créer le poste tel qu'il est aujourd'hui, ça a été finalement pas mal le travail sur la rédaction, la préparation d'articles. Le travail de thèse, on écrit un gros pavé. Le mien, il faisait plus de 500 pages, hein, pour info. Ça commence à être lourd et à être long et à être casse-pied à lire, d'ailleurs, je présume. Mais aussi, on a fait des articles scientifiques courts, des posters, des présentations sur des temps bornés. Et ça, c'est un travail qui est pas facile, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il faut le faire rentrer dans vraiment un truc qui est très borné. Et donc ça, c'est réellement une capacité qui était très intéressante, qui est encore intéressante aujourd'hui. C'est cette capacité à synthétiser et pour autant à garder le principal. Ça, je pense réellement, c'est une capacité qui est géniale et qui naît de ce travail de thèse. Forcément, la compréhension du monde de la recherche, là, clairement, on a lu des publications qui sont un peu incompréhensibles pour des gens normaux, et nous, on a réussi à les traduire. Donc, c'est vrai que cette compréhension du monde de la recherche, elle est clairement utile dans le métier que je fais actuellement. Le travail collaboratif, et vraiment que je couple au relationnel, le fait d'être capable de travailler avec d'autres doctorants, chercheurs dans le sein d'un sujet de recherche, mais aussi de discuter avec des enseignants-chercheurs dans d'autres universités, des doctorants d'autres universités, le fait de discuter dans des conférences de sujets un peu pointus, le fait de faire beaucoup d'enseignements, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que ce côté pédagogique, j'espère l'avoir encore à peu près, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi aujourd'hui. Mais j'aime bien effectivement accompagner les personnes, les aider à monter en compétences. Et c'est en ça où aujourd'hui on attend un manager de personnes, c'est d'accompagner les gens, et de les monter en fait, de faire en sorte qu'elles puissent réellement évoluer, avancer, apprendre au niveau de leurs compétences. Le management, effectivement, c'était quelque chose qu'on avait. Moi, je l'ai à la fois eu sur le côté ingénieur, parce que ça permettait d'avoir des projets à taille assez réduite, avec d'objectifs bien définis, et du coup, on apprend à se structurer autour de ça. Et après, le travail de thèse, on apprend un management qui est plus haut, c'est 3 ans à faire, on a 3 ans à piloter. Et il faut réussir à pas se perdre, en fait. Et ça, c'est un travail aussi qui n'est pas évident. Et la thèse nous permet effectivement de rencontrer des échecs à ce niveau-là et de bien évoluer, bien comprendre des choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Et après, des choses assez classiques que j'ai évoquées avant, mais ce côté autonomie, adaptabilité, je pense que c'est important. La rigueur, qu'elle soit scientifique ou pas, hein, c'est une rigueur au quotidien, mais on doit, quand on fait ce genre de travail, aussi être très précis dans ce qu'on fait et être capable de bien justifier pourquoi on prend une décision sur une analyse d'un sujet de recherche, parce que on peut être challengé à tout moment après, et c'est important d'être clair dans ce qu'on fait. Et il est 58, je pense que je vais essayer de pas trop parler. Je sais pas si vous avez des questions du coup.
Il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat pour l'instant, mais on va peut-être encore rester ensemble quelques minutes si des participants ont des questions. N'hésitez pas à les poser, ou peut-être on peut demander à Marie de se joindre à nous, puisqu'il y avait une question un petit peu spécifique à laquelle elle pouvait répondre aussi, le temps que vous posiez vos dernières questions à Antoine. Oui, bien sûr, avec plaisir. Si je peux répondre à des sujets recrutement, c'est vrai que nous, on recrute chez FI Match pas mal de jeunes docteurs puisque les clients FI sont assez friands de ce type de profil. Quelle était la question La qui question, était posée? c'était, Marie peut-elle nous dire quel domaine de jeunes docteurs leur entreprise recrute ou accompagne? Alors, on Donc, quelles sont accompagne. les spécialités un petit peu des docteurs qui vont être recrutés par FI Match? Alors, si je peux peut-être prendre une photo, on va dire, des besoins actuels qui sont assez récurrents aussi, hein, puisque les sujets enfin, ce sont des problématiques actuelles. On a beaucoup de demandes sur des jeunes docteurs en spécialité machine learning, intelligence artificielle. Ça peut être pour des projets en SaaS, par exemple, pour des éditeurs de logiciels. Ça peut être également pour un groupe de télécom, mais c'est une expertise qui est assez demandée. On a également, des sujets un peu plus particuliers, on va dire, puisque, on peut aussi, recruter, des jeunes docteurs dans des secteurs, plus spécifiques, que ce soit, sur, des thématiques, par exemple, de méthanisation, de biogaz où, la recherche est quand même très importante et le jeune docteur, a un impact, vraiment important dans ce type de projet puisque, c'est lui qui, devrait en tout cas ou doit leader le projet, que ce soit au niveau de la recherche ou du consulting. C'est vraiment un poste qui est, important, et les recrutements sont vraiment, bien étudiés puisque, ils considèrent que, ce profil, c'est vraiment, une personne à part entière qui fournira, le travail d'expert finalement. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, on a plusieurs thématiques, c'est vraiment, en fonction des clients, mais actuellement, on a souvent, ce type de demande. On a 2 autres questions qui sont intervenues pendant que vous parliez, Marie. Alors, je pense que c'est à votre attention à tous les 2. Que recommanderiez-vous aux doctorants ayant des profils généralistes? Est-ce qu'il faudrait plus se spécialiser ou plutôt développer et améliorer son sens de résolution de problèmes ou des compétences un peu citées, j'imagine, pendant l'intervention d'Antoine? Oui, d'Antoine. J'allais dire pardon. Alors si je peux me permettre de commencer en tout cas, c'est vrai que, lorsque l'on recrute, on recrute vraiment une expertise. Hem C'est vraiment une valeur ajoutée sur un profil que de se spécialiser sur un sujet, en particulier puisque, forcément, on va attendre un certain niveau de compétence, au-delà de la rigueur, bien sûr, de tout ce parcours, académique. Donc oui, en général, la spécialisation, c'est aussi une bonne alternative pour se démarquer, d'autres doctorants. Je ne sais pas si Antoine est d'accord avec moi, mais en tout cas, effectivement, c'est toujours, important aussi, de se spécialiser pour avoir une valeur ajoutée. Presque envie de faire une réponse de Normand et je vais dire: «Ça dépend». En fait, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Moi-même, je me qualifie plutôt comme un doctorant généraliste, parce que finalement, à force de toucher à tout et je suis expert en rien, puisqu'à la base, j'étais quand même ingénieur en réseau. Après, j'ai bifurqué sur l'intelligence artificielle. Après, je suis parti un peu parler musique, venir parler de tout et n'importe quoi, mais à chaque fois, ça avait pas trop de rapport et du coup, c'est vrai que moi, je me qualifie aussi assez généraliste et si j'avais voulu, comme je disais tout à l'heure, plutôt rester dans le monde public, il aurait plutôt fallu que je me spécialise.
parce que il aurait fallu que j'ai des compétences dans d'autres domaines pour réussir peut-être à trouver un poste enfin quelque part où ils avaient besoin de cette spécialité-là. Donc pour ouvrir plus de portes. Un postdoc, par exemple, c'est clairement une très bonne opportunité de se spécialiser sur un autre domaine. Si par contre, l'objectif, c'est de partir en privé, ça va dépendre. Soit on veut continuer de faire de la recherche, auquel cas l'idée, ça va plutôt être de la même manière, continuer de se spécialiser, élargir ces domaines d'activité, pour avoir une meilleure maîtrise scientifique de plus de domaines ou sous-domaines. Par contre, si l'objectif, c'est plutôt ce que moi j'ai choisi, de regarder la recherche et pas la faire, et justement, on a besoin de généralistes. Et donc, c'est là où l'idée, ça va plutôt être de développer les compétences, on va dire, un peu plus transverses, notamment résolution de problèmes ou ce genre de choses, ce que je disais tout à l'heure, il y a pas mal de compétences transverses qu'on peut acquérir tranquillement. Parce que là, le but, ça va pas être de faire de la R&D, donc on n'a pas besoin d'être pointu vraiment à fond dans le domaine. On a besoin d'avoir des connaissances qui peuvent rester un cran plus abstraites que les chercheurs qu'on va aller rencontrer, parce que c'est eux les vrais experts. On n'a pas besoin d'avoir le même niveau qu'eux pour les challenger, pour discuter avec eux. On doit avoir des bases, c'est sûr, mais on n'a pas besoin d'être docteurs dans leur domaine pour comprendre ce qu'ils font. Mais il faut quand même avoir des bases. Donc c'est pour ça que ma réponse de Normand, c'est finalement ça dépend un petit peu de l'objectif qu'on a dans la vie, sur le métier qu'on veut faire par la suite, ou en tout cas sur ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut être au cœur de la recherche ou est-ce qu'on veut s'en éloigner un petit peu? Bien sûr, et je me permets de compléter aussi, pour, édulcorer un peu, ma réponse. Oui et non, dans le sens où, là, j'ai un exemple en tête. Typiquement, j'ai un cas où, on recherche un jeune docteur, et en faisant passer des entretiens, je me rends compte que, souvent, c'est des sujets de thèse qui sont très précis sur, par exemple, des sujets qui vont être, vraiment, de niche ou vraiment très spécialisés, très spécifiques sur un domaine et du coup, les retours aussi qu'on peut avoir, d'un client, c'est de peut-être, proposer des sujets un peu plus, on va dire macro qui pourraient coller, aux besoins clients de leurs clients, en fait, justement pour, être un peu plus global et plus avoir, cette caractéristique d'expert sur un sujet, très spécifique. Donc, je rejoins Antoine sur le oui et non, ça dépend, ça dépend du contexte et aussi du besoin des clients et forcément des postes à pourvoir. Il faut savoir piocher selon les postes effectivement que vous briguez, ce qui va intéresser le profil et parfois vous allez plus appuyer sur votre profil, d'expert technique et parfois, valoriser davantage si vous êtes un peu plus éloigné sur le profil de poste, toutes les compétences transverses, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, et aussi combiner les 2, mais, c'est ça, je pense que en tant que docteur, futur docteur ou doctorant, vous aurez la possibilité de vous adapter selon, le poste à briguer. Il y avait une Exactement. micro-question sur, le domaine. Est-ce que les domaines de l'automatique et de la robotique sont des domaines qui recrutent des jeunes docteurs? Oui, tout à fait. On a eu, des besoins, plusieurs besoins, durant ces quelques mois, donc un grand oui. Et même côté, il y a la réponse pour compléter. Il y a le côté FI Match où je pense que c'est un profil qui est très recherché. C'est ça la réponse que tu as donnée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de nos clients qui sont intéressés parce qu'il y a beaucoup de encore une fois, automatique, robotique, on est sur les domaines plutôt industrie ou informatique ou au croisement des deux. C'est des domaines qui sont très porteurs actuellement. Mais même nous, en interne, en fait, c'est le genre de profil aussi où, en général, on est toujours un petit peu en recherche parce qu'il y a tellement justement, de nos clients qui adressent ces sujets-là. C'est même nous, en fait, ça nous intéresse, ces profils-là. On va peut-être s'arrêter là. On a débordé un petit peu, mais c'était vraiment Oui. passionnant. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Marie, pour vos réponses. Nourane, tu veux
Oui, bah écoute, je prends le relais sur les remerciements. Un grand merci à notre partenaire, donc FI Match, représenté aujourd'hui par Marie et Peggy, pour avoir co-organisé cet événement avec nous. Et un immense merci à Antoine pour son témoignage aujourd'hui. C'était une présentation vraiment passionnante, puis qui a permis de découvrir le secteur du conseil en financement de l'innovation, qui est peut-être pas forcément très connu de tous. Donc un grand merci. Je vais partager avec notre participant une petite diapo, une petite slide pour vous montrer nos prochains événements prévus sur UBFC Alumni, donc sur le réseau, toujours en collaboration avec la mission doctorale. Donc le 15 mai, on aura un webinaire en anglais, toujours avec FI Match, donc il sera présenté par FI Match sur la recherche d'emploi. C'est un webinaire qu'on a déjà proposé en janvier en français, et cette fois, on est heureux de pouvoir le proposer en anglais pour nos docteurs non francophones. Et puis cette fois, en français, le 1er juin, on vous proposera un événement en présentiel à Belfort, une table ronde carrière, voilà, qui est plus spécifiquement proposée aux doctorants de l'école doctorale SPIM, parce que voilà, l'événement se situe à Belfort, mais c'est bien sûr ouvert à tous les doctorants qui sont intéressés. Et on sera heureux pour cet événement d'être en collaboration avec la start-up Ananke et l'association Dokeo. Et il y aura plus d'informations à venir sur le réseau UBFC Alumni. Oui, on vous tiendra Voilà, au courant de restez la connectés. programmation. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention, votre participation. Et on espère Et vous vos retrouver. questions Et vos questions, ouais. On espère vous retrouver bientôt pour de futurs événements. Voilà, Candice, peut-être, oui, Antoine, je te laisse le mot de Marie la et fin. Laurane, on se retrouve 2 petites minutes juste après, et juste après avoir dit au revoir à nos participantes et nos participants. En tout cas, vraiment, une fois encore, merci pour votre présence. Et Peggy aussi, qui peut rester, qu'on salue aussi. Merci à toutes et à tous. On vous retrouve bientôt, du coup, pour de prochains événements carrière. On espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à nous dire via UBFC Alumni ce que vous en avez pensé. Si vous avez des besoins aussi de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées, on est contactable via la plateforme UBFC Alumni. Donc, n'hésitez pas, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, à On vous laisse bientôt. vous déconnecter. Nous, on reste connectés encore 2-3 minutes. Au revoir. Merci. Et j'éteins Au revoir, l'enregistrement. merci.